Bonjour à toutes et tous. On va commencer d'ici une minute ou deux le webinaire autour de l'IA et de la stratégie autour de l'automatisation des processus. Donc pour ma part, Romaric Mahut, je suis Alliance Manager chez Bluesoft Empower. Bonjour Nicolas Bouillon, consultant en vente chez Bluesoft Empower. Et Louis Perrier, consultant IA et automatisation chez Bluesoft. Donc aujourd'hui, en quelques secondes, quelques minutes, on va vous présenter qui est Bluesoft Empower. Ensuite, on parlera de la feuille de route et comment on la définit. On vous présentera des agents que nous avons nous-mêmes créés, soit pour nous, des usages internes ou pour des clients. Et on se laissera à la fin une petite session de questions et réponses. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à poser vos questions en live, hein. Vous avez la petite partie Q&A pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre tout au long de ce webinaire. Allez, je garde la main pour la presse Bluesoft Empower. Donc Bluesoft Empower, on est l'ABU du groupe Bluesoft, ultra spécialiste des solutions Microsoft. Bluesoft Empower, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires quand le groupe en fend 110. Petite particularité, on fait 50% de notre chiffre d'affaires sur le secteur privé, 30% sur la santé, notamment publique, et 20% sur le public, donc plutôt des collectivités territoriales. On est répartis sur 4 agences en France, Paris, Lyon, Aix et Toulouse. Pour les plus aguerris au sens Microsoft du terme, on a 10 Advanced P, plus de 350 certifications individuelles. Sur les domaines d'intervention, ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, on fait toutes les solutions Microsoft sauf le CRM et le RP. On peut vous aider dans l'intégration, le déploiement, le pilotage de projet, le change et l'adoption, et via du conseil. Plusieurs modalités d'engagement, en mode projet, en mode régie, en contrat de conseil et support. On est revendeur CSP Tier 1, c'est-à-dire qu'on peut revendre les licences Microsoft. On est Fast Track Ready, ce qui nous permet d'avoir l'assistance de Microsoft pour certains cas précis. Et en petit plus, on a des certifications ProSci, Prince2 et PMP sur la partie chefferie de projet notamment. Ça, c'était en guise d'introduction pour vous présenter brièvement Bluesoft Empower. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vais laisser la main à Nicolas pour la partie feuille de route. Merci Romaric et bienvenue à toutes et tous. L'idée qu'on a poursuivie tous les quatre en préparant l'atelier avec mes collègues, c'est aujourd'hui de donner à la fois des outils très pratiques sur ce que peut être et ce que pourrait être une stratégie d'IA qu'on a appelée ici une feuille de route à travers l'offre Microsoft, puisque c'est ce sur quoi nous nous focalisons. Donc on va regarder dans quelle mesure on peut structurer la réflexion, quelle action on peut mettre en place et comment on est susceptible d'enchaîner les différentes étapes qui vous permettent ensuite de diffuser l'IA à la bonne échelle dans votre entreprise. Quand je dis à la bonne échelle, c'est avec l'approche qui vous correspond par rapport aux enjeux qui sont identifiés chez vous et à l'argent que vous avez envie d'y dépenser au regard du retour que vous en escomptez. Donc l'idée de cette feuille de route là qui est sous vos yeux, c'est de voir dans quelle mesure il est pertinent de mêler à la fois une adoption au sens large des IA sécurisées sur étagère. On va retrouver la grande famille Copilot Chat, Copilot M365 et les produits qui suivent l'actualité de Microsoft, d'un côté, et de l'autre, définir une stratégie sur tout ce qui va être IA un tout petit peu plus sur mesure, nécessitant un peu plus de personnalisation. Et donc, on va parler de stratégie autour à la fois de l'agentique, qui suppose des interactions avec des publics qui les utilisent, ou à la fois, comme illustrera Louis dans ses cas d'usage, des choses qui font travailler les entreprises sur l'optimisation des processus, où on a plus ou moins d'interaction directe des utilisateurs et utilisatrices avec les systèmes d'IA générative. Donc l'idée étant de construire les deux, puisque l'adoption des IA génératives amène les métiers à travailler leurs problématiques, à énoncer leurs besoins du quotidien, à travailler sur des sujets d'adoption, de formation voire de coaching. Et alors que l'adoption de l'agentique ou la démat de processus, elle va supposer, et tu peux y aller Romaric sur la diapo suivante, s'il te plaît.
Alors que l'adoption plutôt stratégie agentique et des maths de processus va faire appel à des socles technologiques différents de Copilot ou de Copilot M365. On va s'en servir comme couche de propulsion, mais on va plutôt travailler sur des problématiques de sécurité, de gouvernance, de confidentialité, de choix de plateforme technologique chez Microsoft, hein. On a quand même un vaste choix chez l'éditeur entre des outils comme Copilot Studio qui sont très low-code et très connectés à la Power Platform. On va avoir toute l'Azure AI Foundry, où on va retrouver toute la partie moteur, LLM, agentique, optimisation des moteurs et la connexion à tous les outils Azure, à la fois pour l'industrialisation et la sécurisation, tout en passant par des stratégies typées VS Code, dans lesquelles on intègre aussi de l'IA pour la réalisation. Donc on est obligé de, en tant qu'entreprise ou collectivité ou hôpital, et qu'on choisit de travailler avec l'éditeur Microsoft, c'est important d'avoir cette idée de roadmap pour déterminer quel cas d'usage on va faire, comment on va les gouverner, comment on va les documenter, comment on va gérer leur cycle de vie, comment on va les lancer au sein de l'organisation en matière d'adoption, de formation et de consommation. Et bien sûr, l'idée étant d'avoir des problématiques sur la table d'argent, hein, puisque la consommation des agents, la démat des processus n'est pas un processus forcément gratuit, donc on est susceptible et on est censé y chercher un retour, que ce soit de la productivité, du confort ou de l'amélioration de la qualité d'un service rendu. Donc l'idée, c'est de déterminer les grands modèles qui vont être présents au sein de vos organisations pour consommer de l'IA, puisque dans l'offre de Microsoft, vous avez l'usage de Copilot Chat qui est intégré dans les licences. Vous avez Copilot M365 qui se paye par ailleurs. Vous avez des combos dans les licences E7 qui ramènent de la consommation de Copilot. Et puis ensuite, les processus et l'utilisation des agents, il convient de la financer. Et vous avez aujourd'hui plusieurs modèles financiers pour les OPEX sur le sujet, hein, des pré-engagements, des packs, des souscriptions Azure, ce qui sous-entend aussi la maîtrise des outils de la mesure de la consommation et des tableaux de bord qui sont rattachés. Donc quand on agrège ces différentes dimensions, hein, qu'elles soient comment on collecte des usages, comment on regarde votre maturité actuelle vis-à-vis à la fois des services M365 préexistants et de l'IA, hein, parce que se lancer sur un usage d'IA intensif en environnement Microsoft sans par ailleurs s'assurer d'un minimum de gouvernance, de sécurité et de maîtrise du reste du système collaboratif, c'est peut-être rajouter de la perturbation à une perturbation existante. Donc, à ces endroits-là, il convient de s'interroger sur la gestion de ces données, la qualité de ces données, de sa gouvernance, de sa sécurité. Et comme ensuite, on va avoir des implications métiers, technologiques, data et d'interconnexion applicative. Voilà, on a beaucoup de dimensions. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de lire ce que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure, mais c'est à travers ces différentes étapes, hein, de la gouvernance au constat, à l'acculturation, en vous exposant le champ des possibles, en vous partageant des retours d'expérience, qu'on va être capable de vous accompagner de façon très structurée sur ce sujet de la feuille de route IA. Romaric, on peut changer de diapositive et on va décliner la grosse boîte bleue de l'adoption Copilot Chat et faire deux petits focus spécifiques à l'adoption de Copilot Chat et Copilot M365, qui, je vous rappelle, dans la slide précédente, était montré comme un travail en parallèle. Donc, il faut déterminer à quel moment on fait quel effort avec quelles équipes. Donc, ça reste un sujet d'arbitrage, mais la partie Copilot M365, elle a aussi sa propre logique et sa propre pédagogie pour répondre à vos attentes et être capable d'amener les bons services d'IA de la bonne façon, ici, sur les bonnes cibles, hein, payant, pas payant, quel scénario métier satisfaire, à quel moment il faut s'arrêter pour exploiter Copilot Chat M365 et demain Cowork, et à quel moment on doit passer sur de l'agentique, puisqu'on voit bien que les sujets, à certains endroits, certains types de fonctionnalités, ont des frontières qui sont hyper ténues, hein. Avec lui, on a souvent cet échange. Bon, on peut le faire en copilote aussi, on peut le faire en agentique aussi, on peut le faire de telle façon aussi. Il
faut toujours choisir les bonnes architectures, et quand on est dans le cadre de l'utilisation des IA génératives généralistes, bon, bah là, il faut aussi bien choisir comment on accompagne les métiers, comment on communique auprès d'eux, quels moyens opérationnels, quels dispositifs humains on va dimensionner pour répondre aux attentes, à quelle vitesse, et l'idée de mettre en place tous ces éléments d'analyse et d'acculturation des dispositifs à votre fonctionnement afin de mettre en place les bonnes actions, tout simplement. Et puis, si on le fait en conscience d'une feuille de route qui, par ailleurs, elle, se structure pour remplir les cas d'usage et les sujets que cette partie copilote chat M365 ne vont pas remplir, on a une approche relativement globale et cohérente en étant capable dans les métiers de générer moins de frustration que telle stratégie ou telle stratégie, parce qu'en IA, comme dans beaucoup de choses, il n'y a pas un seul outil pour tout faire. Et tu peux passer, Romaric, à la slide d'après, je te remercie par avance. L'idée étant de montrer ici qu'on a aussi des approches qui, quand on travaille dans vos organisations, et on le développera pas plus en granularité à ce niveau-là, mais l'idée étant d'échanger sur le fait qu'on ait des approches qui sont différenciées, hein. Il y a des publics qui sont des primo-accédants, comme pour l'immobilier, qui sont des primo-utilisateurs, qui sont des personnes qui n'ont pas, soit dans leur passé professionnel, soit dans l'activité professionnelle qui est la leur, une intensité ou une criticité à utiliser l'IA générative. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Et non seulement il faut savoir à qui on s'adresse, mais il faut savoir à qui on s'adresse dans son cycle de vie dans l'entreprise. Est-ce qu'on est quelqu'un qui connaît son entreprise à son échelle et qui a une maîtrise du système d'information et qui a 10 ans de boîte, ou est-ce qu'on s'occupe des nouveaux arrivants et de leur intégration à la fois dans les processus de la société et à la fois dans l'apprentissage de l'IA pour éventuellement ne pas rester à l'écart d'une partie de l'entreprise qui, elle, aurait déjà été formée à un instant T. Donc, ça laisse sous-entendre que l'idée étant d'avoir des socles de formation initiale et des socles de formation continue, parce que le public dans les entreprises, avec la vitesse de rotation des équipes, change, et en 5 ans, une entreprise a beaucoup changé potentiellement au niveau humain. Donc voilà pour la partie stratégique, feuille de route. Alors aujourd'hui, c'est volontairement par le format du très haut niveau, hein, et on n'a pas, c'est pas le bon endroit pour rentrer dans les détails des différentes étapes de chaque phase de ce type d'approche, mais on sera ravi d'échanger a posteriori de ce webinaire avec vous sur ces différents sujets si vous y êtes sensible. Romaric, je te donne la main pour... Oui, pour la partie présentation d'agent, je pense que là, c'est pour Louis. Oui, Effectivement, on va parler tous les deux et ça va être la parole de Louis maintenant. merci Nicolas, merci Romaric. Effectivement, on va vous présenter quelques agents, on va vous faire quelques démos. Plus que les démos, ce qui est important que vous compreniez également, et ce qui était important pour nous de vous présenter, c'était la démarche utilisée. Alors, on a trouvé cette tournure qui était sympa, des processus dématérialisés dédiés à vos problèmes du quotidien, et en fait pour différents projets, une méthode commune. Et Romaric, tu peux passer à la slide suivante. L'approche, elle est relativement simple. On part d'un problème, un métier, un processus. La personne, ou du moins le service qui porte ce problème, va nous aider à définir le besoin. Du moins, elle va définir son besoin. Nous, on va l'aider à le co-construire. J'ai l'impression qu'il y a des animations, Romaric. Si tu peux toutes les mettre d'un coup, ça sera plus simple. Merci. Donc la démarche globale, c'est celle-ci, je le disais, on part d'un problème, un problème existant, on va qualifier le besoin, le définir, ça va vraiment être la clé du problème, du projet surtout. On va ensuite construire l'architecture, faire des propositions, conseiller également les différentes organisations, et ensuite va en découler toute une phase de test et d'itération, et avant de déployer une solution validée. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le métier est juge de vérité. C'est-à-dire que c'est le métier qui nous porte le problème, qui en général détient les solutions, et c'est lui qui va nous dire si la solution que l'on a mise à disposition est conforme aux besoins et conforme aux attentes. Cette solution, ou du moins ce process, on l'applique à tous les projets
en règle générale, mais en particulier sur des projets d'IA ou d'agents ou d'automatisation. Ce qui est super important pour moi aujourd'hui que vous compreniez, c'est que le besoin est la clé. Et en général, les métiers qui sont, qui sont au quotidien face à ces problématiques sont en général les meilleurs porte-parole pour quand il s'agit de définir leurs besoins. Alors bien sûr, nous on est là pour les cadrer, des fois, parce que en tant qu'organisation, on se pose plein de questions en termes de consommation, de coûts, de sécurité. Donc on est là, le métier définit son besoin, et nous on est là pour le cadrer. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une collaboration entre différentes équipes où nous, ou les personnes chez vous qui seront amenées à réaliser ces projets, transforment des besoins en solutions techniques. Je pense que j'ai assez parlé, non, je vois pas de questions, donc on peut passer à la suite. On a quelques petites slides comme ça qui présentent quelques-uns des cas d'usage qu'on va montrer. On va pas rester trop longtemps sur la partie présentation de mode slide, on va aller assez vite dans les différents studios. On a choisi un éventail d'outils qu'on utilise au quotidien ou qu'on a fabriqué sur des cas d'usage clients ou dont on pense qu'il peut avoir une certaine pertinence. Donc là, je vais passer directement sur le partage. On va commencer par PressPilot. Louis a insisté pour que je montre PressPilot. Donc on va regarder PressPilot. L'idée de cet outil qui est réalisé en Copilot Studio, c'est un orchestrateur, c'est un agent orchestrateur de différents outils à l'intérieur d'une agentique Copilot Studio, avec l'idée est la suivante. C'est un outil principal qui porte des recherches sur des sites web à travers des flux RSS, donc ce bon vieux format de publication d'informations assez spécifique au web historique, et que par ailleurs, cet agent orchestrateur pilote un autre agent qui lui fait des recherches web sur des sources nommées par rapport à un contexte utilisateur. Et l'idée de cet agent, c'est qu'il est capable de faire toutes ces recherches gentiment dans la séquence dont on lui demande, et ensuite s'assurer qu'il va dédoublonner, ordonnancer et ensuite présenter l'information avec une certaine structure stable, tant que faire se peut dans un univers qui est quand même relativement probabiliste avec les LLM, mais sur lesquels on a une certaine constance et une consistance de format de sortie, avec un minimum d'hygiène de la gestion de la pertinence de la connaissance par son nombre de références recherchées et la cohérence par rapport à la demande utilisateur ou utilisatrice. Donc l'idée, quand on le fait tourner, notre ami, si on regarde différentes exécutions que j'ai pu faire avec l'agent, afin d'avoir des présentations dynamiques avec lui, c'est pas qu'on n'aime pas le live, mais c'est qu'on a certains bots qui exécutent des workflows et qui ont des processus relativement longs et complexes derrière dans le cloud. Donc pour le confort des démonstrations d'aujourd'hui, la plupart du temps, on va vous montrer des exécutions qu'on a fait soit tout à l'heure, soit hier, soit avant pour préparer le sujet. Donc l'idée là, quand je lui parle à notre ami et que je lui demande de faire une revue de presse du jour, il lance des recherches dans ses sources de connaissances, il utilise les différents outils dont je l'ai doté, et il va faire tout un processus relativement facile. Donc là, celui-là, on peut le faire tourner en direct, faire une revue de presse du jour. Chic. On va aller regarder comment il bosse. Donc là, je vais vous mettre la partie outillage pour savoir un peu comment s'y prend l'agent pour exécuter sa revue de presse. Donc ça, c'est classique quand on fait du Copilot Studio. Ça ne se comporte pas comme ça quand c'est consommé au bout dans Copilot Chat, Copilot M365, Teams ou votre téléphone mobile. Ici, j'ai une journalisation parce que je veux maîtriser et comprendre en tant que concepteur comment l'agent se comporte. Et là, il initialise tout simplement différents composants techniques que sont des serveurs MCP. Ces serveurs me permettent à la fois de générer, d'écrire ou de commenter des fichiers Word, éventuellement de publier les résultats de l'agent sous format Word dans une messagerie Outlook, et éventuellement de parler avec le contexte utilisateur connecté en Entra ID avec le bot, avec son contexte Copilot M365. Ça veut dire avoir du contexte très avancé, y compris dans de l'agentique Copilot Studio, et récupérer des attributs comportementaux en agentique qu'on a dans Copilot M365
par tout ce qui est prise en compte des contextes utilisateurs ou utilisatrices. Bon, là, celui-là, il n'y a pas trop de lenteur de production, parce que c'est un bot relativement simpliste, pas très compliqué à mettre en œuvre. Donc, je lui demande une revue de presse du jour. Bah, le jour, il sait ce que c'est, il a une date système. Là, je l'avais centré sur des connaissances dans la région Grand Est en France, à travers un prisme de vue qui était plutôt type corps consulaire, CCI. Et donc, je retrouve à la fois mon exécutif summary, mes points clés, mes thématiques que moi j'avais voulu en éco, industrie, filière, innovation, commerce, tourisme. J'avais de la transition écologique et un petit peu de transfrontalier, parce que c'est pas inintéressant en Grand Est de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, avec mes sources qui sont bien traitées. Voilà, l'intérêt d'un agent comme ça, c'est un très bon rapport entre la complexité de production ou la difficulté de production et le service rendu et la facilité de l'intégrer dans un SI collaboratif, hein. Parce que Louis avait même rajouté sur Presspilote de mémoire un déclencheur avec un workflow, ce qui fait que tous les lundis matins, notre ami Paul, qui est virtuellement connecté ici, reçoit un petit email dans son Outlook avec la revue de presse au format Word dans sa messagerie. Louis, je te passe la main pour que tu me montres un peu un agent, qu'on le fasse de façon alternée, c'est plus Ouais. simple. Ça te va? Ouais, et juste pour compléter ce que tu dis sur Presspilote, ici typiquement, pour rebondir avec la démarche qu'on a présentée un peu plus tôt, ici typiquement le métier qui va porter ce sujet, il doit être en capacité de définir, je veux faire de la revue de presse, c'est très bien, mais sur quelle source on va aller, là on voit une fenêtre temporelle, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on en veut plus? Et cetera. Donc quand je parle de définition du besoin, c'est toutes ces petites choses auxquelles il faut penser pour arriver à créer des outils qui sont fiables. Hem, Moi, j'aimerais bien repasser sur les slides, Romaric, sur la partie, je pense que je vais vous Ouais, bien présenter, sûr. CR Do it. Factory en 1er. Ok. On ira voir l'autre après. Alors, je te repartage mon écran. Il y avait Do it entre-temps, mais je Ouais, peux mais aller ça risque sur d'être la Share variable, Factory. do it risque Ouais. d'être Ouais, la variable d'ajustement du jour. Allez, bah, ouais, Share et au pire, on Factory, pourra en oui. parler, c'est pas grave. Du coup, CR Factory, celui-là, c'est un agent autonome. C'est un sujet qui nous a été apporté. La problématique, c'est, hem je fais des entretiens en présentiel et mes utilisateurs, ils prennent beaucoup de temps ensuite à générer le document. En fonction de qui le fait, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, c'était vraiment dans un but d'uniformiser les documents qui étaient générés. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est tout un workflow qui va d'abord transformer de la voix en texte, donc transcrire une réunion. Et enfin, cette transcription, elle va être envoyée à un agent qui, lui, va s'occuper de réaliser, par exemple, un compte-rendu, des analyses et des préconisations. Ce qui va être intéressant et l'intérêt de Copilot Studio, c'est que cette analyse et cette préconisation, elles vont pouvoir être enrichies avec des données internes. Encore une fois, si je refais le lien avec la démarche que je vous ai présentée, euh, OK, on veut faire de l'analyse, on veut analyser, on va enrichir pardon, cette analyse avec des données. Du coup, la logique, c'est celle-ci. OK, bah, très bien, mais quelles données? Où est-ce qu'elles se trouvent? Pourquoi? Comment? Ce genre de projet, il y a toute une phase vraiment en amont de définition du besoin, de cadrage, sans laquelle on n'arriverait pas à des résultats qui sont pertinents. Pour vous montrer, et cette fois, je vais reprendre la main, Romaric, pour vous montrer Vas-y. des exemples d'exécution. On va demander à l'utilisateur dans une V1 de déposer sa transcription. Alors là, vous remarquerez que ça marche autant avec du TXT que du DocX. DocX, pour les plus, les plus attentifs ou les plus avancés, c'est le format que met à disposition Teams lorsque l'on transcrit une réunion. Et en fait, tout simplement, j'ai un déclencheur qui détecte que le fichier a été déposé. L'outil va respecter une structure, des étapes. Ici, en l'occurrence, il en a 4. Et in fine, il va déposer le document généré là où on lui indique. Et si, après, il y a plein d'options que l'on pourrait rajouter, mais typiquement, l'utilisateur qui dépose le fichier ou qui lance le workflow pourrait recevoir un mail qui dit le document est généré, le voici. L'idée également, l'intérêt de ce genre de processus, c'est que le métier reste clé et c'est lui qui va pouvoir ensuite valider ce qui a été généré
et ça reste un document Word, donc en soi, il peut tout à fait modifier, mettre à jour, etc. Ensuite, ici, on le fait en 4 étapes, mais en réalité, en fonction des différents besoins qui sont portés par le métier, on pourrait imaginer tout un tas d'étapes supplémentaires, d'autres types d'analyses. Et je fais que de, je ne fais que de me répéter, mais ici, la partie la plus importante, ça va vraiment être la capacité à définir son besoin et surtout de la manière la plus claire possible. Voilà pour CR Factory, ce qu'il faut retenir, ouais, agent autonome, c'est-à-dire que l'utilisateur, il ne fait pas grand-chose, on lui demande juste de déposer quelque chose à un endroit et il reçoit in fine le document, ou du moins le produit fini. Donc c'est un autre type d'agent. Ça montre également des choses que l'on est capable de faire, c'est-à-dire des outils qui sont réactifs. Je pose une question, je réponds, ou des outils qui ont des capacités de réaliser des actions en autonomie, ou grâce à des déclencheurs, il exécute telle ou telle action, et surtout on est en maîtrise, parce que les actions qu'il effectue, elles ne sortent pas d'un chapeau, c'est des éléments que l'on met en place, et surtout que l'on met en place grâce aux besoins définis par le métier. Et j'ai relaissé la main à Nicolas. Merci Louis. Hop, je reprends le partage. Et on va passer sur deux cas un petit peu originaux, un petit peu niche. Alors, comme c'est pas le premier webinaire qu'on fait sur l'IA, il faut qu'on apprenne aussi à se renouveler et à explorer différentes pistes de notre côté pour vous les présenter, vous expliquer ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on trouve comme perspective. Cet agent-là que j'ai fait, CIO ou DSI en français, Pilot, Louis, en fait, il est venu, tu le sais, de la dernière présentation qu'on a fait chez un client public. On est intervenu dans une pédagogie de prompting et on a appris aux gens à se faire guider par Copilot Chat pour créer un fichier Excel chiffré assez complexe. Et l'exemple sur lequel on a fait travailler ce public, c'était de créer un fichier de pilotage d'un budget d'un service, que vous soyez DSI, DAF, DRH, ou dirigeant de votre entreprise ou chef de projet. Chacun à son échelle, à notre échelle, nous pouvons être amenés à gérer des entrées, des sorties, des budgets, des embauches, des investissements. Et l'idée, c'est que maintenant que j'avais ce fichier Excel qui était relativement sympathique et structuré et relativement riche, c'était de me dire, et je vais vous partager le genre de fichier sur lequel on travaillait. Donc on a produit un fichier en IA générative avec des paramètres trimestriels sur des catégories de dépenses, avec des sous-catégories de dépenses pour un certain nombre d'équipes, pour un certain nombre de niveaux de responsabilité pour une année fiscale. Donc ça, typiquement, c'était gaulé pour être une DSI d'une boîte de 200 personnes avec un budget prévisionnel qui est ventilé là sur des lignes très simples avec des montants prévisionnels et des sujets comme ça. Et l'idée était après de piloter un réel au regard de la prév et d'avoir un dashboard pour juste piloter des écarts par trimestre et par nature. Donc c'est pas foufou, hein, c'est relativement simple comme présentation. Mais l'idée de l'agent d'aujourd'hui, c'était de se dire comment je peux aller plus loin avec ce fichier et en exploiter non seulement les données, analyser les écarts et pouvoir se reposer sur des compétences là-dessus, mais aussi voir comment ça tient la route si demain derrière, je me dis je suis une PME de 200 personnes et je veux justement faire ma feuille de route IA. Je veux que mon entreprise investisse sur l'accompagnement, la transformation numérique et l'accompagnement des personnes à utiliser ces IA génératives au bon endroit pour le bon usage, sécurisé correctement. Et qu'est-ce que ça voudrait dire si je m'intéressais à l'offre Microsoft au regard de ma boîte de 200 personnes? Donc l'exercice que j'ai poursuivi du coup, c'est de concevoir un agent qui va m'aider de mettre en abîme ce fameux fichier Excel. Donc les compétences que je lui ai virtuellement fait prendre, c'est de l'expertise en pilotage financier, capacitaire, c'est-à-dire sur les moyens humains et stratégiques des DSI, avec une combinaison contrôleur de gestion, DSI, analyse de données, PMO et DAF, ce qui sous-entend quand même une compréhension relativement opérationnelle et relativement financièrement structurée de la part de mon agent. Et je lui ai donné des consignes relativement spécifiques afin qu'il ait la singularité de bien manger du fichier Excel.
Pour qu'une agentique mange du fichier Excel, c'est pas spécialement compliqué, hein. Vous utilisez du GPT-4.1, sinon ça va pas bien marcher. Et dans les paramétrages généraux de votre agent, l'idée étant d'activer ici l'interpréteur de code. Et à partir du moment où vous faites cette combinaison de choix, votre agent devient capable de traiter les fichiers que vous allez lui faire manger. Donc je ne sais plus ce que j'ai dans mon buffer ici, ça c'est parfait. Et si je viens globalement lui faire manger le fameux fichier, on devrait pouvoir s'en sortir et l'exécuter plus ou moins live pour une partie du processus, au moins ne pas prendre un message d'erreur extrêmement vexant en direct. Mais ça va bosser, hein. Donc là il va commencer à digérer mon fichier Excel et à l'analyser. Ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde comment il bosse quand il fait ça, parce que je vois que on est bien dans le temps, donc on peut prendre le temps. Donc là, le studio, Copilot Studio envoie l'appel d'un composant qui est un composant de code, d'interprétation de code en preview. Et là, en gros, il va envoyer générer du code Python. Et avec des fonctions Python, il va aller dépouiller le fichier Excel dans ses différentes feuilles, parce qu'il mange du fichier Excel multi-onglet. Et il va consolider un certain nombre d'informations en fonction de comment je lui demande. Alors, vu que là, on est quand même sur un traitement un petit peu gros, c'est pas très grave, on va aller regarder un traitement que j'ai fait tout à l'heure ou hier, et puis on va regarder un petit peu comment ça travaille. Bon, là, il est en train de bosser à côté, comme ça, on aura les deux, celui qui bosse et celui que j'ai déjà fait. Donc, du coup, comme c'est confusant, on va rester sur celui qu'on a fait. Hop, un instant. Donc c'est assez marrant parce que déjà il fait un résumé, une analyse. Il me dit qu'il a 1,4 million. Alors moi, comme j'aime bien l'IA, mais que je suis un garçon qui aime bien douter, si je fais la somme ici des preuves, 1,4 million, c'est le petit montant qui est en bas là, c'est bien le même que celui que notre ami l'IA a extraite du fichier Excel. Donc c'est pas des chiffres qui sont mathématiquement interprétés ici. L'idée, c'est de voir comment un LLM s'en sort sur de la donnée structurée et le respect des mathématiques. Parce que comme je travaille sur un exercice budgétaire, je n'ai pas envie d'intégrer des biais ou des erreurs de calcul, mais comme il est relativement bien foutu, le truc craque pas à la première interrogation mathématique et me redonne bien mes éléments. Mais ce qui va être marrant, c'est que non seulement, ok, il m'a donné ça, il m'a fait des graphes, et comme j'ai activé l'interpréteur de code, c'est que j'ai une agentique qui est capable du coup de générer des choses qui sont relativement intéressantes au niveau d'un agent versus ce que peut faire Copilot par ailleurs, hein, mais ici, je vais être capable de générer en gros toute la batterie relativement habituelle des reportings de base, des fichiers Excel, quand on fait un peu de prév, un peu de ventilation, analytique ou autre. Et tout ça en partant de mon fichier qui lui-même avait ou pas des graphes, hein, mais comme ici, je lui ai demandé de bosser correctement, il a fait son job. Et ce qui va être marrant, et là je vais vous épargner le temps réel, c'est que si on essaye d'aller plus loin, la question que je lui ai posée derrière tout à l'heure, qui est un peu plus tordue, on réouvrira ça après, c'est que je lui ai demandé de me dire maintenant, aide-moi avec chiffres à l'appui à dimensionner les efforts budgétaires par catégorie pour déployer l'IA Microsoft en Copilot Chat M365 et pour mes 200 collabs, sachant que je vise un taux d'équipement en licence Copilot M365 à 20% des effectifs. Donc, moi, je vois ce que ça veut dire, 20% de mes 200, c'est clair pour moi, etc., etc. Je connais les prix, mais on va voir comment il s'en sort. Donc là, ça redevient relativement sexy parce que il va aller suffisamment bien travailler dans les sources de connaissances que je lui ai données pour aller produire ce que va être le budget prévisionnel. Donc là, il me l'avait dimensionné à 40 ou 45 000 euros et il l'avait réparti correctement. Et ce qui était assez intéressant aussi, c'est qu'il commence déjà à me redonner les courbes, les répartitions des coûts par catégorie prévisionnelle pour une adjonction à mon budget pour ma stratégie d'IA. Mais quand par ailleurs, si je lui demande un petit peu comment vont se passer la consommation des coûts, alors désolé pour l'interface, là c'est tout pitou, mais on a une courbe de temps, on a une courbe d'investissement et on voit bien qu'on a des investissements initiaux qui sont importants parce qu'effectivement, au départ, on va investir sur la partie licence et formation en appui des utilisateurs et utilisatrices et forcément, on va cramer plus de kérosène sur une année au début du projet que quand on sera en run en consommation de licence ou en consommation de token. Donc
Bon, l'idée de cet exercice, qui est plus un exercice intellectuel que quelque chose qui est opérationnel demain matin par rapport à ce qu'on revient sur ce que se disait Louis, hein, les problèmes métiers, ici, je me les suis créés tout seul. Donc forcément, le niveau d'exigence, c'est le mien. Et bon, bah, du coup, c'est le temps que j'ai envie d'y passer, le niveau d'exigence. Mais globalement, la piste est extrêmement prometteuse. J'étais moi-même relativement surpris de cette façon, de cette capacité qu'il a de jongler avec les budgets actuels réalistes et ventiler des chiffres prévisionnels très cohérents par rapport au dimensionnement de la problématique et à la taille d'entreprise. Maintenant, il faudra que je fasse le test sur une boîte de 3000 salariés ou un gros hôpital public avec 12 000 personnes pour voir ce que ça donne et si ça reste réaliste à l'échelle. Mais en tout cas, ça permet, ne serait-ce que dans une séance de travail, pour si vous vendez l'IA comme mes collègues commerciaux, d'aller travailler sur des approches budgétaires relativement documentées, relativement transparentes, dont on maîtrise relativement bien, j'ai l'impression, les variables d'entrée, les variables de sortie. Donc voilà, c'était CIO Pilot. Louis, tu as une autre démo à faire avant que je switch sur une autre? Ouais. Allez. On va revenir rapidement sur Do It. Do It, comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet d'étendre les capacités de copilote en attendant Cowork. Hein, pareil pour ceux qui suivent un peu les news. L'idée, c'est qu'on est parti du constat, enfin, on a fait le constat, pardon, que Copilot, c'est super, mais il fait pas grand-chose, Copilot. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire des mails, mais il n'est pas capable de les envoyer. Avec Do It, on vient combler ces manques en utilisant les serveurs MCP que Microsoft met à disposition. Et donc, en fait, d'un coup, on a un outil qui est capable d'appeler des actions et il comprend les intentions. Et typiquement, si je lui demande de m'envoyer un mail avec un objet test, il me demande une validation et il finit par envoyer le mail. Idem pour les réunions, il m'envoie des réunions. Si je remonte là, on va retourner parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer ma boîte mail. Celle de Paul, il y a aucun problème. Donc là, on voit bien qu'il a envoyé un mail à moi-même. J'ai bien reçu ce mail, je vous le confirme. Il m'a également envoyé une demande de meeting. Et si je vais dans l'agenda de Paul, qui lui est plutôt vide, on voit que j'ai bien un meeting avec Paul et que je n'ai pas encore répondu à sa demande. Ça, on va dire que c'est les limites de ce genre d'outils. Ça peut être, encore une fois, les les limites du besoin qui est défini, mais ça va être également les outils qui sont à disposition. C'est-à-dire que Microsoft met à disposition un panel de MCP. On peut tout à fait en créer d'autres à partir de vos données, connecter des bases on-prem, créer des MCP pour des outils ou du moins pour des services que vous utilisez. Encore une fois, tout va dépendre de votre capacité à définir votre besoin. Et ensuite, il y aura certainement des limites techniques à un moment donné, mais si tout est bien documenté, en général, on arrive toujours à trouver les solutions. Et donc, le petit point sur Do It, c'était celui-là. Je trouvais ça intéressant d'en parler également. Nicolas, si tu veux, je peux enchaîner avec Toulouse et comme ça, je te laisserai finir tranquillement. Mais avec grand plaisir, tu t'en sors merveilleusement, fonce. Super. Et Romaric, un petit coup de slide, s'il te plaît. Je vais te mettre sur Toulouse, du coup. Ah, mais Louis, un peu Pour la exigeant, il est un petit transition. peu exigeant. Il Ouais, veut un petit peu. Désolé. Merci, Pas de Romaric. souci, je te mets dessus. Alors, avec la métropole de Toulouse, c'était un projet qui était super intéressant. Il y avait quelqu'un sur place qui avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Au début, on est intervenu juste pour aider à débloquer certaines situations, puis finalement, on est allé un peu plus loin. Ici, le problème, c'est qu'ils avaient différents outils, mais ils voulaient un seul point d'entrée et ils n'arrivaient pas à fiabiliser les réponses de l'outil. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un orchestrateur. Donc, c'est un agent par an qui est capable d'appeler 3 autres agents spécialisés. L'idée, c'était de mettre à disposition cet outil pour permettre aux personnes qui répondent aux questions des différents citoyens de fiabiliser ces réponses, gagner en temps de réponse, etc., encore une fois, et même, pareil, harmoniser les réponses. Et c'était également un outil qui peut permettre à quelqu'un qui vient d'arriver, c'est ses premières semaines dans ce nouveau travail, d'apporter le même niveau de connaissance par rapport à une personne qui est là depuis 25 ans, qui connaît toute la documentation par cœur. Donc, l'idée, c'était je pose une question à l'orchestrateur, lui comprend la question, et en fonction, il appelle le bon agent, l'agent spécialisé.
Pareil, si je peux vous montrer des exécutions. Je lui demande les justificatifs nécessaires pour obtenir une carte d'accès à la déchetterie. Lui, il comprend que c'est dans Agent Métropole. Il fournit la réponse. Tout est sourcé. Encore une fois, ces sources, moi, j'habite à Lyon, donc Toulouse, je ne connais pas du tout toutes ces sources, tous ces documents. C'est le métier qui les a portés, et c'est même une bonne pratique. Lorsque demain, vous allez vouloir créer ce genre d'outils, plutôt que de vouloir connecter des sources de données infinies, partez du problème, c'est-à-dire que souvent, je prends l'agent RH qui est le plus simple. OK, on voit un agent RH. La bonne pratique, c'est de partir des 100 le top 100 des questions que vous recevez, et ensuite de vous dire, OK, par rapport à ces 100 questions, quels documents je mets en face, quels documents vont me permettre de répondre à ces 100 questions. Et en fait, ça nous fait une première base de connaissances. En fait, on peut continuer à en ajouter par la suite tout en maîtrisant la base de connaissances et les réponses de l'outil. Et donc là, en fait, ça montre des exécutions. L'outil va bien chercher au bon endroit à chaque fois. Tout est sourcé. Ça répond très bien à chaque fois. Et donc là, c'est en phase de déploiement pour la métropole. Et encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que le métier reste clé ici, déjà dans la définition du besoin, mais surtout, il a tous les éléments à sa disposition pour aller vérifier si jamais il a un doute ou si jamais il estime que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Bon, je vous rassure, après des phases de test, j'allais dire quasiment infinies, les résultats sont totalement approuvés et l'outil est, ma foi, tout à fait pertinent. Et c'est tout pour moi pour les démos. C'est génial, merci beaucoup Louis. Super intéressant. Alors, je vais repartager mon écran dans la foulée, pas besoin de passer par les slides. L'idée du labo d'après, elle va répondre à la question suivante. Les services du gouvernement, donc .gouv, a mis à disposition, il n'y a pas si longtemps que ça, des données publiques sous un format technologique intéressant qui est le serveur MCP. L'idée étant, avec un serveur MCP, de pouvoir, en langage naturel, aller rechercher des données structurées exposées derrière une API publique et sécurisée et gratuite, et de regarder comment on peut faire interagir ça avec un agent dans une logique métier d'exploitation de données publiques. Donc on a des données démographiques, des données financières, des données immobilières, des données de trafic urbain, des données de pollution, des données de climatologie, etc., des données sociologiques, statistiques d'ordre INSEE et autres organismes publics qui publient régulièrement des mises à jour de leurs data. Donc l'idée était de voir dans quelle mesure ce serveur MCP DataGouv, qui est référencé y compris dans un repo GitHub qui est ici, et je peux en mettre l'adresse dans le chat si nécessaire par là, que vous puissiez le retrouver post-conversation. Alors visiblement c'est désactivé, donc je le donnerai. Il faut que tu mettes dans Q&A. Je vais mettre ici, tac, 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 écrire un commentaire, hop, pouf, paf. Je vous ai mis ça dans le Q&A. Et donc j'ai récupéré notre ami le serveur MCP, je l'ai récupéré dans un agent et je l'ai intégré en tant que serveur MCP DataGouv ici dans l'agentique d'un bot dont je vais vous parler après. Et ce serveur MCP, comme tous les serveurs MCP, a des outils, Tool en anglais, a des outils. Donc il s'est cherché dans des datasets publics, il s'est cherché des services dans les API externes qui sont mis à disposition, et c'est récupérer les infos, reconnaître les différentes sources de données, lister les datasets et obtenir les informations. Grosso modo, quand je vais lui parler, il va savoir récupérer des infos structurées qui vont alimenter mon raisonnement, m'évitant ainsi d'avoir potentiellement à aller directement dans les services publics ou se connecter sur des plateformes dédiées, et d'avoir une information qui en fait va être disparate et va être pas dans votre chaîne de traitement globalement verticalisée. Donc l'idée saugrenue que j'ai poursuivie, c'est que j'ai donné un rôle à mon agent qui sera, dans notre contexte, un agent expert en aide à la décision pour l'implantation d'agences commerciales, de points de vente ou de lieux d'activité en France. Donc l'idée, vous êtes un artisan, vous voulez ouvrir un garage automobile, vous voulez ouvrir un service de restauration, un service aux entreprises, une boîte sur un sujet précis
pour laquelle votre lieu de résidence et le lieu où vous allez exercer a un intérêt réel et une liaison réelle à l'écosystème dans lequel vous allez vous projeter. Donc l'idée est de vous apporter des compétences à la fois stratégiques, sociologiques, statistiques et orientées business. Le tout pour voir comment on peut consommer cette source d'infos. Donc là, je ne vais pas le faire en temps réel parce que c'est relativement taquin quand ça calcule, parce que ça calcule relativement violemment. Donc j'ai toujours utilisé ici du GPT et du code. Et on va aller voir différentes exécutions que j'ai pu faire. Je vais en récupérer une. Et donc l'idée, quand je suis remonté ici, donc je lui ai dit aujourd'hui, là je voulais ouvrir une salle de sport. Donc je me suis dit tiens, quelque chose qui est relativement tendance, je vais ouvrir une salle de sport. Donc comme je lui ai donné quand même quelques compétences un peu particulières avant d'aller rechercher ces infos, l'agent me challenge et me dit bah ok, c'est bien Nicolas, c'est un bon point de départ, mais pour cadrer l'étude, tu vas faire quoi? Dans quelle zone géographique? France entière, région, département, cible clientèle, grand public, sportif confirmé, B2B mixte, positionnement, salle low cost, premium, spécialisé CrossFit, yoga, etc. Louis, si tu as une préférence, faudra me le dire, hein. Plutôt CrossFit. Plutôt CrossFit, ouais, t'aimes bien bouger du pneu, toi. Ok. Ensuite, format de grande salle, 1000 m² ou pas, proximité, studio spécialisé, critères de succès prioritaires par rapport à mes critères de choix qui drive mon étude de marché ou mon étude d'implantation. Et du coup, bah, derrière, il va aller, je lui ai répondu, donc Aix-en-Provence, grand public, orienté bien-être. Moi, j'ai pas pris CrossFit, j'ai pris l'inverse, plutôt Feng Shui, moi. Chacun son tempérament, Louis. Donc une salle de proximité, densité, jeunes adultes, revenus moyens, concurrence, accessibilité, 300 m² de taille. Et là, il part dans les datasets des services publics. Et là, en fait, on voit le log de ce qui s'est passé. Il va chercher des datasets et il va les charger. Alors évidemment, si vous ramenez un dataset comme je l'ai fait hier soir de 400 mégas, il vous donne le lien, vous pouvez le télécharger sur votre bécane, mais ça fait un fichier CSV de 400 mégas, essayez pas non plus de l'ouvrir avec Excel, hein. Ça, après, il faut le faire ingérer par des systèmes de gestion de la donnée comme Fabric ou Azure Synapse, mais là, on dépasse la bureautique, hein, on passe en approche entreprise. Et donc, il liste les datasets, mais surtout, à un moment donné, il va me filer des infos. Donc, il me dit qu'il a résumé mon besoin, il a choisi son axe d'analyse. Je sais qu'il va aller chercher un code NAF du 93 et du 13Z parce que c'est les salles de sport qui sont codées en NAF là-dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va être capable de me ramener des ratios de taux d'équipement de salles de sport dans la région concernée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc celui-là, je ne sais plus si je l'avais mené à terme, mais je l'ai bien mené à terme pour un garage automobile aussi, ça a assez bien marché. Il doit être ici, mon ami de garage. Vérifions ce que je lui ai demandé à notre ami. Ah non, là, c'est toujours la salle de sport. Donc, forcément, si je reste focus, ça doit être le dernier, je pense. 10h58. Donc ici, on était, voilà, là, c'est un garage automobile. Donc mon garage automobile, j'ai les réponses qui sont un tout petit peu différentes. Mais ce qui va être intéressant, c'est cette boîte-là qui m'intéressait de vous montrer. Alors moi, je réside à Aix-en-Provence, donc du coup, je suis capable d'apprécier la pertinence ou pas du machin. Pour nos collègues de l'entreprise qui sont dans la région aussi, vous reconnaîtrez des communes dans lesquelles vous habitez pour certains et certaines. Donc là, il me rappelle bien que le nombre d'habitants dans la grande périphérie d'Aix, parce que c'était mon choix d'implantation, donc 140 000 si je ne m'en rappelais pas, en 2023. Mais il y a un recensement INSEE qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui a un cours de conso, donc ça va être mis à jour dans pas longtemps. Les communes autour d'Aix avec leurs habitants, et puis surtout ce qui va commencer aussi à m'intéresser, donc là on n'est plus sur le même code NAF, on est passé sur la réparation auto, donc on a changé de code, mais surtout que là il me sort les infos qui m'intéressaient, qui était, bon, il y a combien de garages dans la région, il y en a combien à Bouc, il y en a combien à Gardanne, ce qui fait qu'en gros, par rapport à la population, j'ai quoi comme ratio garage population potentielle en fait. Donc c'est pas inintéressant de s'attaquer à ce genre de ratio, puisque ça vous donne votre capacité de clientèle maximale par rapport à vos zones de chalandise, si on raisonne d'un point de vue market, ce qui sera clairement pas inintéressant comme statistique à connaître avant de se dire je vais aller visiter ou pas des garages à Bouc, à Gardanne, etc. On peut d'abord choisir bien l'endroit où on va aller. Et ça, c'était relativement intéressant à partager avec vous. Alors,
Il sait aussi faire, alors j'ai un peu tenté de regarder comment il sait travailler sur des cartes. Bon, pour lui, une carte, hein, c'est des GPS. Hein. Ici, je suis en latitude, longitude. Et en gros, il me donne les zones chaudes par rapport à la potentialité de la zone commerciale où je voudrais m'installer. Et il me donne des zones chaudes avec priorité 1, 2 par rapport à des coordonnées GPS absolues de Cabriès, Bouc, etc. autour de Aix-en-Provence, en fait. Ce qui est plutôt exploitable, d'ailleurs, pour le coup. Et après, je lui ai demandé un petit peu d'analyser le trafic routier près des points de terminaison, près des points d'implantation prioritaires. Et globalement, là, je me suis arrêté là pour la démo d'aujourd'hui. Je ne suis pas allé plus loin dans mon analyse, mais ce qui était intéressant, c'est que je voulais vous montrer à la fois comment utiliser l'outil de code côté Excel et à la fois des serveurs MCP comme celui-ci pour arriver aussi à des choses qui sont vraiment très intéressantes. Parce qu'encore une fois, on n'est absolument pas sur du génératif ici avec une probabilité statistique faible que ce soit bon. Là, on est dans la lecture en dur de données structurées comme si on lisait dans votre système d'information d'entreprise. Là, on ne laisse pas part à une interprétation du nombre d'habitants à Aix. Le bot ramène le nombre d'habitants, on fait une division par un nombre de garages et j'ai un ratio. Et comme on peut s'assurer que sur ce genre de règles mathématiques, au milliard, il ne va pas se planter souvent. C'est des données qui sont super fiables. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour montrer que on a beau être dans de l'IA générative qui sait faire des pingouins qui se servent d'une tronçonneuse dans un igloo, pour autant, si on travaille ça un peu sérieusement et qu'on se pose les bons problèmes métiers, parce que Louis, on n'aura jamais autant insisté et on n'insistera jamais assez sur le fait que messieurs, dames des métiers, quand on discute avec vous, formulez vos problèmes, évoquez les voies d'amélioration telles que vous les voyez vous avec vos mots et partageons ensemble les solutions possibles, mais sans expression du besoin, sans une volonté claire de pouvoir mettre sur la table ce qui ne va pas, les données, les processus, on est relativement impuissant. Hein, ô combien sommes-nous passionnés, mais on est impuissant si il n'y a pas vraiment un problème à résoudre, des façons de le faire et une mesure de l'amélioration. Donc, On va vous quitter avec 1 minute d'avance. Merci à toutes c'est et pas tous mal, hein, pas mal. de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Karim, Romaric, oui. Merci messieurs. Merci à vous, messieurs. messieurs. Merci à tout le monde. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Au plaisir, au revoir.